Bien, alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui avancer un peu dans ce travail sur l'explication des linguistiques cognitives telles qu'elles apparaissent dans les années 80. Donc, j'espère que certains d'entre vous sont quand même allés regarder un petit peu les informations que j'avais données sur Langacker, Talmy, Lakoff et Fauconnier. Je voudrais dire quelques mots d'abord aujourd'hui de la question de l'institutionnalisation de la linguistique cognitive. C'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière. Et je m'appuierai sur un article de Jean-Michel Fortis. Vous ne voyez pas bien ici, mais vous verrez dans le PowerPoint, il y a un lien qui conduit vers cet article, la linguistique cognitive, histoire et épistémologie. C'est l'introduction d'un numéro thématique d'une revue très connue en linguistique, une revue d'histoire des idées linguistiques qui se nomme Histoire, épistémologie, langage, en abrégé HEL. Faites attention au fil, mademoiselle, là il y a un fil électrique, si vous faites tout tomber, on est... voilà, donc HEL, retenez ça, c'est pour tout ce qui concerne les problèmes d'histoire des idées linguistiques, c'est vraiment la revue fondamentale en France. Alors, Jean-Michel Fortis, lui, est un linguiste spécialisé dans l'histoire des idées linguistiques et spécialisé encore plus particulièrement sur l'histoire des linguistiques cognitives. Donc, c'est le meilleur spécialiste français de ces questions-là. Alors il écrit la chose suivante dans cet article, je lis avec vous le texte. Les acteurs se sont rapidement dotés, alors les acteurs, il parle des acteurs des linguistiques cognitives, donc type Lakoff, Langacker, etc. Les acteurs se sont rapidement dotés d'instances et de moyens de diffusion. Là il renvoie à un texte de Gerhardt qui fait partie des spécialistes de linguistique cognitive. Il y a eu d'abord une conférence, première conférence de linguistique cognitive à Duisbourg en 89. Donc, un colloque sur la linguistique cognitive, le premier en 89. Vous voyez, on parle de choses assez récentes quand même. À l'occasion de cette conférence, les linguistes qui étaient présents ont décidé de constituer une association internationale qui existe toujours, on va en parler, International Cognitive Linguistics Association, et donc de créer une revue, Cognitive Linguistics, dont le premier numéro paraît un an après, vous voyez, en 1990. Donc, on se dote de conférences, d'une série de conférences, d'une association internationale, d'une revue, tout ça, vous voyez, ce sont des moyens stratégiques pour conquérir un champ académique, pour faire en sorte qu'une certaine conception de la linguistique prenne sa place, s'impose, là où, en tout cas dans le contexte américain, la linguistique chomskienne régnait en maître. Bon. Alors ensuite, après la création de cette association internationale, on a eu des associations nationales dans différents pays, en Espagne, en Finlande, en Pologne, en Russie, en Corée, en France, je vous en parlerai, ça s'appelle la FLICO, Grande-Bretagne, Chine, Belgique, Pays-Bas. Alors, sur le site dont je vous parlerai tout à l'heure de l'Association internationale de linguistique cognitive, vous avez les liens pour les sites nationaux qui dépendent de l'Association internationale de linguistique cognitive, donc qui s'appelle Association française de linguistique cognitive, Association polonaise de linguistique cognitive, etc. etc. Et là, vous pouvez trouver des articles, des liens, des références qui peuvent être intéressantes pour votre travail personnel. Et ce qui est surtout intéressant, qui confirme, si vous voulez, ce que je vous disais la dernière fois, et ce que je vous ai d'ailleurs dit plusieurs fois déjà à l'occasion de ce cours, les étiquettes, donc je cite à nouveau l'article de Fortis, les étiquettes Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar, donc linguistique cognitive, grammaire cognitive, deviennent l'apanage de ces approches. Donc, ces approches des années 80 versus, par opposition aux approches de type chomskien.
signale une conscience de soi qui prélude à une institutionnalisation. Les dénominations Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar s'imposent ainsi au cours des années 80, après avoir été employées par Lamb et Lakoff, pour désigner des théories bien différentes. Donc, à l'origine, ces expressions, Cognitive Linguistics et Cognitive Grammar, désignaient autre chose que ce qu'elles désignent aujourd'hui. Et d'ailleurs, il rappelle que Chomsky lui-même parlait de Cognitive Linguistics pour sa propre théorie. Hein, on a vu ce qui était légitime d'une certaine façon. C'était la première génération des sciences cognitives, le fameux paradigme que j'ai décrit classiquement, hein, en le nommant un paradigme symbolique, computo, représentationnel. Mais aujourd'hui, hein, le terme donc de Cognitive Linguistics est réservé à ces anciens dissidents, c'est-à-dire à la linguistique telle que la conçoivent Lakoff, Langacker, Turner, Fauconnier, Gerhardt, etc. etc. Alors ça c'est important parce que quand on lit des textes de linguistique, l'ambiguïté n'est pas toujours levée. On parle parfois de Cognitive Linguistics pour parler de la grammaire générative transformationnelle, de la linguistique chomskienne, mais cela, c'est un usage ancien de l'expression Cognitive Linguistics. Aujourd'hui, Cognitive Linguistics renvoie au cadre théorique qu'on va décrire hein, dans un instant, défini au départ par les auteurs dont on a parlé la dernière fois. D'accord ? Alors, en revanche, l'expression plus générale science cognitive est plus accueillante. On mettra Chomsky sans problème dans les sciences cognitives, sur la partie du langage. Mais la dénomination précise linguistique cognitive, Cognitive Linguistics, Cognitive Grammar, grammaire cognitive, elle renvoie à un cadre théorique bien précis qui est donc celui qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quelles sont donc les caractéristiques majeures de ces linguistiques cognitives ? On va retrouver des points communs avec le cognitivisme de première génération, mais aussi des différences très importantes. Premier point commun, je ne vais pas trop insister parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, le naturalisme, hein, qui est fondé sur la référence au substrat cérébral. Donc là, j'ai pris un extrait d'un ouvrage, mais d'ailleurs une étudiante m'a dit qu'elle l'utilisait pour le travail personnel, l'ouvrage de Catherine Fuchs sur la linguistique cognitive. Je me souviens plus qui était. Ah, c'était vous, oui, d'accord. Donc je prends un extrait de ce livre, qui est d'ailleurs en ligne, hein, c'est l'introduction au livre pour lequel vous avez un lien. Sous la dénomination de linguistique cognitive, je cite donc le texte de Catherine Fuchs, on s'accorde en effet à regrouper un ensemble de courants qui partagent par-delà leurs différences, un objectif commun, celui de proposer des théories de la langue qui soient non seulement opératoires et générales, mais également susceptibles de s'articuler de façon explicite avec les modèles généraux de l'architecture fonctionnelle de l'esprit et ou de l'architecture neuronale du cerveau. Dans cette perspective, le système des règles de la langue, intériorisé par les locuteurs, est objet d'étude pour le linguiste en tant qu'il constitue une composante de l'esprit humain et qu'il a, d'une manière ou d'une autre, une inscription physique dans le cerveau. Une telle approche est dite naturaliste. Alors, cette dimension naturaliste, elle est commune entre les linguistiques cognitives et la linguistique chomskienne. Hein, ça, c'est pas du. En revanche, ça crée une différence avec le structuralisme européen. Hein. Les linguistiques post-saussuriennes, si on veut, elles, ou les linguistiques structurales au sens de la description des langues, du système des langues, indépendamment de l'esprit humain, n'ont pas du tout cette perspective. C'est la raison pour laquelle, en Europe, il y a eu tout de même une sorte de résistance à l'émergence des linguistiques cognitives. Tout simplement parce que ce naturalisme, enfin, on pourrait expliquer ça simplement, disons que dans la perspective structuraliste,
je suppose que vous connaissez un tout petit peu. C'est une perspective, disons, qui est issue d'une lecture du cours de linguistique générale de Saussure, et en particulier de la notion de valeur, de théorie de la valeur. L'idée que qu'une langue, c'est un système de signes dans lequel les éléments s'opposent les uns aux autres, sans référence ni au monde, ni à la pensée. Donc, on conçoit les langues comme système de signes, et d'une manière générale la sémiologie, comme des systèmes autonomes, donc indépendants du monde. Les langues ne décrivent pas le monde, et les langues ne sont pas le résultat d'une production psychologique. Bon, tout au moins, c'est pas à cela qu'on s'intéresse. On s'intéresse au réseau d'opposition entre les signes, entre donc les éléments constituant des langues. Bien. C'est une orientation, si vous voulez, qui s'inscrit au plan de l'histoire des idées, pour le dire très simplement, dans une perspective de critique du sujet autonome constituant. L'idée était, mais dans un mouvement comparable au développement de la psychanalyse, par exemple, et là, en l'occurrence de la psychanalyse lacanienne, l'idée était de considérer que les langues échappent à la conscience des sujets parlants, que l'être humain n'est pas maître de son langage, d'une certaine façon, mais que les langues sont des structures qui s'imposent à lui. Tout cela s'inscrit aussi dans une perspective globalement marxiste qui était importante en Europe à cette époque, bon, disons dans les années après la guerre, enfin quand je dis après la guerre, je veux dire à peu près à partir des années 40-50, une perspective dans laquelle, si vous voulez, on avait cette idée que le sujet lui-même n'est pas responsable de tout ce qui lui arrive. Il y a des superstructures, il y a des grandes structures qui dépassent le sujet, qui font qu'il est conditionné, aliéné, comme on disait dans le langage marxiste, par d'autres choses. Donc, vous avez la trace de ce type de pensée dans les arguments, pour faire un petit parallèle un peu pédagogique, je pense. Quand vous avez des personnes qui vous disent que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a commis un forfait, un crime ou un vol, ou peu importe, une infraction importante à la loi, vous allez dire, mais ça n'est pas de sa faute, c'est de la faute de son milieu. On est dans cette perspective-là, que l'être humain n'est pas libre dans sa subjectivité, mais il est conditionné par des forces qui lui sont extérieures, et on ne peut pas, les personnes qui raisonnent dans ces termes-là considèrent qu'on ne peut pas mettre l'individu en face de ses responsabilités, ce qui pose un problème moral quand même. Mais inversement, on ne peut pas non plus faire abstraction je sais pas, des conditions de vie des personnes, de leur histoire, et considérer que tout ce qui arrive à un sujet humain ne dépend que de sa volonté propre. Donc il y a bien ces deux instances qui jouent. Mais dans la période structuraliste, l'idée était de se débarrasser du sujet, de se débarrasser de l'idée qui était dominante dans la philosophie antérieure, que le sujet était entièrement responsable de ses pensées, de ses actes, etc. etc. D'accord ? Bon. Donc, cette linguistique structurale, elle s'inscrit dans cette perspective de critique du sujet. Les langues nous dominent. Nous parlons, nous sommes obligés nous sommes parlés par les langues, d'une certaine façon. Les langues nous conditionnent notre façon de voir le monde. C'est la fameuse hypothèse de Sapir-Whorf sur laquelle on reviendra plus tard. En tout cas, le sujet, enfin, je veux dire, les structures des langues ne dépendent pas des sujets parlants. Elles dépendent d'un grand système que personne ne domine, qui s'auto-organise. Voilà. Donc, pourquoi je vous explique cela ? C'est surtout pour vous expliquer que cette dimension naturaliste,
qui rejoint d'une certaine façon la linguistique chomskienne et les linguistiques cognitives, elle s'oppose au structuralisme, à la conception structuraliste, enfin à l'orientation structuraliste en linguistique. Alors dans une opposition un peu simplifiée, radicale bien sûr, mais fondamentalement, si vous voulez, la perspective structurale ou structuraliste considère qu'il y a une autonomie, c'est la formule consacrée, une autonomie de droit de la sphère sémiotique. Ça veut dire que la sphère sémiotique, les systèmes de signes, les signes dans leur ensemble, sont autonomes de droit. Ils sont autonomes. Ils n'ont pas à dépendre ni du monde, ni de la pensée. Donc on les étudie d'une manière autonome, selon leurs oppositions, leurs contrastes, etc. Sans jamais s'occuper de ce qui se passe dans l'esprit du sujet parlant, ni de à quoi réfèrent ces signes dans le monde. On ne s'occupe que des signifiés et des signifiants, comme cela est décrit dans le cours de linguistique générale de Saussure. Bon. Alors, le naturalisme s'oppose, disons, au structuralisme. Alors, la raison pour laquelle en Europe il y a une résistance, c'est que l'idée est que tout cela est propre à l'être humain. Le langage est propre à l'être humain. L'homme est un être symbolique. D'accord ? Dès que vous tirez les langues du côté de la nature, donc que vous adoptez une perspective naturaliste, eh bien, un certain nombre de personnes, de penseurs, de linguistes, considèrent que vous ramenez l'humain vers l'animal, que vous perdez cette dimension symbolique proprement humaine, et que, au fond, vous êtes à côté du sujet en parlant du naturalisme. Si vous partez de cette hypothèse que l'homme, à la différence de l'animal qui, lui, ne possède pas le langage, il n'y a pas de langue chez lui. Il y a des systèmes de communication, ça on le sait bien, mais il n'y a pas de langue au sens des langues humaines. Bon. Ça n'est pas du tout ça une question qui fait débat aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de langue dans les espèces animales non humaines. Bien. Donc, s'il y a des langues chez l'être humain, c'est que les langues sont spécifiques à l'être humain. C'est la vieille idée que l'homme est un être de langage, etc. Mais donc, soit vous prenez cette idée comme une sorte de point de départ en considérant donc que cette dimension symbolique arrache l'homme à la nature en quelque sorte. Soit vous ne la prenez pas comme point de départ, vous considérez que de toute façon l'être humain reste malgré tout un animal un peu particulier, mais reste à une dimension animale. Nous sommes très proches des animaux non humains sous toutes sortes d'aspects, et qu'il y a probablement des aspects des langues, de la structuration des langues, qui viennent non pas de notre humanité en tant qu'elle est séparée de l'animal, mais qui viennent de notre animalité précisément, donc de la nature, tout simplement par l'évolution génétique de l'espèce. Bien. Alors, c'est tout un problème très, très complexe aujourd'hui, et c'est un problème central dans les sociétés contemporaines, parce que vous avez, d'une part, cette opposition entre les pensées naturalistes, et donc les linguistiques cognitives font partie de ces pensées naturalistes, donc les sciences cognitives en général, à quoi s'opposent vraiment de farouches opposants au naturalisme, disant l'être humain ne se réduit pas, parce qu'on voit dans le naturalisme quelque chose comme un réductionnisme, comme faire de l'homme une sorte de machine biologique. Et c'est pour cette raison, je crois que je vous l'avais dit déjà, que lorsque, par exemple, le ministre de l'Éducation nationale actuel, Jean-Michel Blanquer, a dit au début de son... Je crois que c'était
assez tôt après sa prise de fonction à l'Éducation nationale, que les enseignants, enfin l'enseignement allait être influencé, allait disons, pas être influencé, mais allait s'appuyer sur les ressources des sciences cognitives. Et d'ailleurs, il a mis en place un comité scientifique de l'Éducation nationale dans lequel siègent de très nombreux grands spécialistes français des sciences cognitives. Beaucoup de professeurs, la majorité des professeurs, ont protesté en disant « mais non, l'enseignement n'est pas une affaire de science, c'est une affaire de relations humaines, de contact entre des personnes, etc. etc. » Donc, c'est évidemment une objection totalement à côté de la plaque, si on veut, mais elle révèle une sensibilité, une répulsion à l'égard de la naturalisation de l'humain. Comprendre l'humain, faire une science de l'humain. On rejoint un peu l'idée des premières sciences cognitives. Dire que l'humanité puisse être, tout au moins en partie, objet de science. Il y a, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment, un certain nombre de personnes qui sont farouchement opposées à ce point de vue, parce que elles considèrent que l'être humain doit être radicalement séparé des autres espèces animales. Bien. Alors, vous avez cela d'un côté. Vous avez de l'autre côté, évidemment, aujourd'hui on parle beaucoup du spécisme, antispécisme, donc des personnes qui défendent les droits des animaux, qui, eux, vont plaider en faveur de l'absence de distinction entre l'être humain et l'animal, du point de vue éthique. On doit respecter l'animal comme on doit respecter l'humain. Comme on ne mange pas d'humains, on ne doit pas manger d'animaux. Bon, je résume un peu grossièrement l'idée, mais c'est quand même ça, en faveur du végétarisme, etc. Donc, dans ce cas-là, il y a une sorte d'alignement, une sorte de prise en considération de la dimension naturelle de l'être humain pour, en quelque sorte, presque, j'allais dire, humaniser l'animal. Mais c'est quand même l'idée fondamentale du spécisme, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Bon. Donc, on a l'impression qu'il serait du côté du naturalisme. Mais en général, les personnes qui sont engagées dans ce type de démarche politique sont aussi, d'une manière très paradoxale, très anti-science. Bon. Enfin, il y a un autre problème qui implique la naturalisation aujourd'hui dans la société européenne, enfin je dis européenne oui parce que je connais moins le problème ailleurs, mais tout au moins dans les sociétés occidentales, disons pour être large. Il existe aussi un débat autour de la naturalisation qui vient, alors là qui est beaucoup plus présent dans les disciplines historiques, littéraires, etc., où on va chercher à dénaturaliser un certain nombre d'idées, en considérant que cette notion de dénaturalisation, elle vient là pour souligner que des choses qui nous paraissent naturelles sont en fait des constructions sociales. Exemple très simple et typique, la différence de genre, non pas de sexe, mais de genre, homme-femme. Eh bien, pour un certain nombre de féministes, c'est une construction sociale. Ça n'est pas naturel, ça n'est pas le résultat naturel, ça n'est pas quelque chose de biologique. Il y a une dimension du genre qui est une construction sociale qui se distingue de la dimension biologique, du sexe biologique. Bon. Eh bien, le fait de dire que un homme est un être de sexe masculin, une femme est un être de sexe féminin, ça c'est de la naturalisation. Et dénaturaliser, dans ce sens-là, ça consiste à dire, eh bien, non, un homme, au sens biologique, peut être, du point de vue du genre, un homme ou une femme, etc. Bon, alors, vous avez la même chose en littérature, en histoire, où cette notion de dénaturalisation, elle vise à
décrire des situations dans lesquelles une opposition nous paraît tout à fait normale, naturelle, évidente, existant dans le monde, et l'historien de la littérature ou l'historien tout court va montrer qu'en fait, cette opposition qu'on prend pour tout à fait normale, naturelle, existant dans le monde ou dans la pensée, qu'en fait c'est une construction d'une société qui a une histoire, qui apparaît à un moment donné, et qui donc n'est pas si naturelle que ça. Donc c'est un processus de dénaturalisation. Donc vous voyez, le faisceau assez gigantesque de problèmes dans lequel le concept de nature, de naturalisation, enfin de naturalisation, pas de nature, mais est inscrit aujourd'hui. Donc le problème de la question de la naturalisation, c'est vraiment dans les sociétés contemporaines un problème extrêmement épineux, complexe, intéressant. Et bon, ben voilà, il faut savoir que les linguistiques cognitives, elles ont choisi leur camp, elles sont du côté du naturalisme. Ce qui ne veut pas dire un réductionnisme. Ça veut dire que il y a des dimensions dans les langues, au niveau des processus cognitifs, qui relèvent de la nature, et donc de processus cognitifs qui peuvent exister chez l'homme ou chez l'animal, mais qui ne se sont pas développés de la même façon chez l'animal. Deuxième idée, une conception holistique versus modulaire des structures et processus linguistiques. Alors ça, c'est très important. Holistique, c'est un terme un peu technique qui vient du grec, qui signifie globaliste, global. Donc, les processus linguistiques sont vus par les linguistiques cognitives comme formant des tout. Et ils ne sont pas isolés. Donc, citation de Langacker, cette fois-ci. Les structures grammaticales ne constituent pas un système formel autonome ou un niveau de représentation. Donc là, il parle uniquement des structures grammaticales. Elles sont bien au contraire symboliques par nature, ça on l'avait déjà vu, et permettent la structuration et la symbolisation conventionnelle du contenu conceptuel. Le lexique, la morphologie, la syntaxe forment un continuum d'unités symboliques qu'on ne peut diviser qu'arbitrairement en constituants séparés. Alors, l'idée ici, c'est de s'opposer, là on est en revanche dans une divergence totale avec les perspectives formalistes ou chomskiennes, qui elles défendent l'autonomie de la syntaxe, l'autonomie de la morphologie, en se fondant d'ailleurs sur des développements philosophiques dus principalement à Jerry Fodor, qui avait écrit un livre qui a eu beaucoup de retentissement, intitulé La modularité de l'esprit, la modularité de l'esprit. Avec cette idée que l'esprit est organisé par petits modules, un petit peu comme, au fond, c'est toujours la métaphore de l'ordinateur qui est présente ici. On a des modules encapsulés qui ont une autonomie relative et qui vont être en relation après les uns avec les autres. Donc il y a un module de la phonologie, un module pour la phonétique, un module pour la syntaxe, etc. Bon. Les linguistiques cognitives, elles, récusent cette segmentation en modules et elles voient une globalité partout, ce sont des symboles, c'est-à-dire des unités forme-sens. Qu'il s'agisse de morphologie, de syntaxe, de sémantique, partout on a des formes et du sens. Donc on a une unité de l'ensemble, disons, du plan linguistique. Autrement dit, si vous voulez, ça signifie que, une autre façon de le formuler, c'est de dire que la syntaxe, c'est aussi de la sémantique. C'est une forme particulière de sémantique, c'est de la sémantique grammaticale. Puisqu'il y a les phénomènes syntaxiques sont visibles dans les langues parce qu'il y a des formes associées à des sens. Donc, c'est comme un mot lexical, il y a une forme et un sens. Même chose pour la pragmatique, qui serait une forme particulière de sémantique, si on veut, enfin disons de symbole, de couple, forme-contenu. Troisième caractéristique, là qui est aussi très importante et qui est un peu une conséquence de la précédente, qui distingue également le point de vue des linguistiques cognitives du point de vue de Chomsky, c'est l'idée que les processus cognitifs observables dans les langues sont finalement
non pas des processus linguistiques, des processus cognitifs qui ne servent que à produire à effectuer des processus linguistiques, hein, mais des processus généraux qui sont utilisés pour des processus linguistiques. Alors, je réexplique ça un petit peu mieux parce que l'idée générale, disons, il y a une opposition entre deux visions possibles, soit considérer donc les processus linguistiques qui sont à l'œuvre lorsque vous prononcez une phrase. Par exemple, donc, le fait que le phénomène de l'accord entre le groupe sujet et le groupe verbal. Bien, ce processus qui permet l'accord, ce processus cognitif qui permet l'accord, il y a deux façons de le voir. Soit vous le voyez comme un processus linguistique qui est issu d'un module cognitif spécialisé pour faire ça, en simplifiant un peu. Hein. Donc vous avez des modules cognitifs spécialisés pour les processus linguistiques et qui s'appliquent lorsque vous produisez ou comprenez des langues. Et l'autre point de vue consiste à dire que les processus linguistiques mis en œuvre dans la production ou la compréhension des langues ne sont pas spécifiques au langage, que ce sont en fait des processus très généraux qui servent aussi pour autre chose que le langage. Par exemple pour la perception, pour la gestualité, etc. Alors voici donc la formulation qui est donnée ici dans un manuel, dans un manuel de linguistique cognitive. Hein. C'est ce manuel dirigé par Gerhardt et Quickens, Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, un livre qui a été important, hein, qui est je crois que c'était le premier handbook sur la linguistique cognitive. Donc, ils disent la chose suivante: la linguistique cognitive est représentée, la linguistique cognitive telle qu'elle est représentée dans ce manuel est une approche de l'analyse des langues naturelles qui prend son origine dans la fin des années 70 et le début des années 80 à travers le travail de Lakoff, Langacker, Talmy, bon voilà, vous connaissez ça maintenant par cœur, hein, et qui se centre sur le langage comme instrument pour organiser, processing, c'est difficile à traduire, organiser, effectuer des processus au sujet de l'information et transmettre l'information. Hein. Dans cette perspective, l'analyse des bases conceptuelles et expérientielles des catégories linguistiques est de première importance pour la linguistique cognitive. Les structures formelles du langage sont étudiées non pas comme si elles étaient autonomes, mais comme le reflet de l'expérience, de l'organisation conceptuelle, de principes de catégorisation, de mécanismes, de processus divers et des influences de l'environnement et de l'expérience. Donc on a bien cette opposition-là entre l'idée que les processus linguistiques vont être autonomes. Alors autonome, ça signifie ici que, vous voyez, c'est en quoi ça rejoint l'idée précédente, mais si on considère que dire que les processus linguistiques sont autonomes, c'est dire qu'ils sont spécialisés pour traiter uniquement du matériel linguistique. Alors que, si je prends par exemple la catégorisation, je vais avoir besoin d'un mécanisme de catégorisation pour expliquer un certain nombre de phénomènes linguistiques. Hein, on en reparlera en détail de la catégorisation plus tard. Mais la catégorisation, elle s'applique aussi bien au système visuel.
quand je vois des choses que je peux mettre dans des catégories différentes, que je dispose ou non d'un nom de matériel linguistique pour traiter cette information, j'ai de la catégorisation purement visuelle. Donc, le processus de catégorisation, il n'est pas spécifique au langage. Alors que si vous commencez à décrire les phénomènes de langue à partir d'un système comme grammaire universelle, hein, comme chez Chomsky, GU, hein, la grammaire universelle, UG dans l'ordre anglo-saxon, là, les règles décrites par Chomsky pour expliquer les phénomènes linguistiques sont évidemment des règles qui ne concernent que le langage, pas du tout des processus cognitifs plus généraux. Donc ça aussi, c'est un axe d'opposition assez important entre les linguistiques cognitives et la linguistique chomskienne. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On terminera dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous sommes en vacances. J'espère qu'entre-temps, on aura réparé le projecteur. Voilà, merci de votre attention et bonnes vacances.